merci à tous d'être ici déjà, de bonne heure ce matin. J'aimerais aussi remercier le CEPS pour cette invitation. C'est intéressant de voir ce que les autres font ailleurs, dans d'autres univers, dans d'autres espaces. Et donc, comme l'a dit Verena, j'ai 2 chapeaux à l'université de Limerick. Le premier chapeau, c'est l'aide à l'apprentissage. Donc, j'aide les apprenants à s'améliorer en langue. D'accord ? Pas uniquement le français, toutes les langues que nous enseignons dans notre université. Et donc, je les accompagne, je leur propose des activités pour s'améliorer. Donc ça, c'est mon premier chapeau. Mon deuxième chapeau, c'est la formation de profs. Donc, je prépare nos jeunes étudiants à devenir profs de langue. Et ma spécialité, ce sont les technologies. Donc, comment utiliser la technologie dans la classe de langue. Alors, aujourd'hui, ça va être en 2 parties. La première partie, c'est un peu plus théorique. Je vais essayer de vous faire réfléchir un petit peu à vos apprenants, qui ils sont et quelles sont ces implications dans la classe. Comment on va pouvoir gérer ça dans la classe, peut-être utiliser ça dans la classe. Et la partie atelier sera beaucoup plus pratique, où là, je vous emmènerai voir des tâches que l'on peut faire dans la classe de langue avec le numérique. D'accord ? Donc, en 2 parties. La première partie est un petit peu plus théorique, donc j'espère que ça ne sera pas trop théorique, mais que ça vous fera réfléchir un petit peu en même temps. Donc, tout ce que je vais vous présenter, en fait, est le résultat de 2 projets. Le projet e-langue avec le CELV, que vous devez connaître, j'imagine, puisqu'il est basé à Graz. Donc, c'est le projet e-langue citoyen, qui était la partie 2 du projet e-langue. Donc, c'était le 2e projet sur lequel on travaillait. Et l'autre projet, c'est le projet Lingua Num, dans le sens de lingua, les langues, et num, le numérique. Donc, les langues pour le numérique. Donc, ces deux projets, voilà, on nous ont mené, notre équipe, à une réflexion. C'était à peu près la même équipe. Et c'est cette réflexion que je vais vous présenter. Alors, je suis française, mais si je bafouille, ne m'en voulez pas, je présente généralement toujours en anglais. Donc, aujourd'hui, je suis très stressée parce que c'est une des premières fois que je présente ceci en français. Donc, voilà, hein, je me souviens du stress de l'apprenant qui doit soudain présenter quelque chose. Oui, même quand on est natif, ça peut arriver parce que j'ai tellement présenté ça en anglais que tous les mots me viennent en anglais. Alors, pourquoi langue et technologie ? Pourquoi est-ce qu'on parle des langues et des technologies ? Quels sont les points de rencontre ? Où est-ce qu'on trouve ces points de rencontre ? Alors, quand on parle de langue, on parle de communauté. Ça peut être des grandes communautés, les personnes qui parlent français, les francophones, les francophiles. Ça peut être une petite communauté, un groupe d'étudiants Erasmus, un groupe d'apprenants. Donc, on parle de communauté. On parle également d'accès à l'information. Grâce à la langue, on a accès à une information. J'ai appris l'allemand il y a très longtemps, mais je suis assez limitée dans l'information à laquelle je peux accéder aujourd'hui parce que j'ai oublié mon allemand. Donc, je suis limitée à cette information. Et je dois utiliser ma communauté pour savoir ce qui se passe vraiment. S'il y a une annonce, je dois essayer de demander à Verena, alors qu'est-ce qu'elle a dit là ? Parce que je n'ai pas tout compris. La langue permet également des échanges. C'est le but de la langue, de communiquer. Donc, la langue est surtout ces points-là. Et elle permet ces échanges grâce à des moyens d'expression. Donc, on communique d'une certaine façon.
Mais la technologie, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet également cette communication. De nos jours, si on n'a pas notre téléphone portable, on a une communication qui est beaucoup plus limitée. Ou si on n'a pas notre ordinateur portable. Donc on communique énormément de nos jours, et surtout nos jeunes, à travers la technologie. Il nous permet cet accès à l'information. Il y a très peu de personnes maintenant qui lisent un journal, par exemple. La plupart des personnes vont lire, même s'ils accèdent à un journal, sur leur téléphone. Elle permet également des échanges sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, elle nous permet également ces moyens d'expression et d'échange au sein de communautés. Donc, on voit tout de suite que là, il y a déjà des recoupements, il y a déjà des points communs entre les deux, même si une permet cette communication et l'autre est uniquement un vecteur de communication. Donc l'apprentissage des langues et des technologies, on passe, et surtout très rapidement depuis ces dernières années, à un apprentissage traditionnel, donc dans le cadre d'une salle de classe avec une transmission, à un apprentissage qui intègre les nouvelles technologies. Alors c'est pas nouveau, quand on utilisait, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, les cassettes audio, c'était déjà de la technologie. Donc le tableau noir, quelque part, c'est de la technologie. Donc on a toujours utilisé cette technologie, sauf qu'elle a énormément évolué, la technologie. Seulement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos étudiants sont prêts à utiliser ces nouveaux outils dans la salle de classe? Est-ce qu'ils sont prêts à les utiliser? Oui. Ils les utilisent tous les jours. Mais est-ce qu'ils sont prêts à les utiliser dans la salle de classe? Ça, c'est une autre question. Et surtout, sont-ils équipés pour le faire? Est-ce qu'ils savent vraiment tirer parti de cette technologie pour s'améliorer en langue? Donc, je vais vous donner deux petits exemples. Je ne vais pas tellement parler de IA, parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus experts dans la matière. Mais je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est Google Translate. Est-ce que nos apprenants connaissent Google Translate? Ah oui. Est-ce qu'ils l'utilisent? Oui. Malheureusement, oui. Mais est-ce qu'ils savent vraiment l'exploiter? Est-ce qu'ils savent vraiment l'exploiter au mieux? Pas toujours. Et surtout, est-ce qu'ils savent l'exploiter de façon éthique? C'est-à-dire que si vous leur demandez de faire une traduction, s'ils vous remettent le document qui est simplement une traduction de Google Translate, c'est pas éthique, c'est pas leur travail. S'ils l'utilisent pour améliorer quelque chose, là, ça devient peut-être intéressant. Donc, on a un peu cette difficulté. Oui, ils connaissent, oui, ils utilisent, mais ils ne savent pas toujours l'utiliser au mieux et de façon éthique. Et je pense que la question est en fait exactement la même pour ChatGPT ou pour toutes les nouvelles technologies IA qui arrivent. Est-ce qu'ils connaissent? Ça commence. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça commence. Et surtout, les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en Irlande, ce ne sont pas les étudiants de l'université qui utilisent le plus ChatGPT, ce sont les lycéens. Donc les plus jeunes ont pris déjà l'habitude, pas les plus vieux. Est-ce qu'ils l'utilisent? Oui. Est-ce qu'ils savent l'utiliser pour en tirer parti, pour s'améliorer en langue? Non. Ils l'utilisent pour avoir une solution rapide, pour pouvoir donner un devoir, quelque chose qu'on leur a demandé de faire.
Donc, il y a toute cette réflexion sur le côté utilisation, le côté éthique et le côté exploitation des technologies. Alors, il y a deux évidences. La première, pour moi, c'est qu'il y a quand même eu de gros changements, je ne sais pas en Autriche, mais il y a quand même eu de très gros changements avant et après Covid. Covid a quand même eu un impact assez fort sur nos enseignements, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait jamais fait avant, qu'on a été obligé de faire très rapidement, et que finalement on s'est dit, bah, c'est pas si mal, je vais peut-être en garder un petit peu. Donc, et aussi les apprenants ont aussi appris des choses, ou désappris certaines choses, comme communiquer de face à face, par exemple, ce qui devient un peu plus compliqué. Donc, les apprentissages en ligne ont excessivement changé. La communication en ligne, et c'est un peu un problème pour nos apprenants, je ne sais pas chez vous en Autriche, mais chez nous, les jeunes communiquent par téléphone, et ils ont perdu l'habitude de communiquer face à face. Le travail à distance et le e-commerce. Donc, tout ça a explosé, ça a un impact. Ça a un impact sur la vie de l'étudiant. Il va beaucoup plus commander en ligne qu'aller dans le magasin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de cette communication, encore une fois, de ces échanges rapides. L'autre, c'est l'explosion de l'IA. Je pense que c'est partout pareil. On avait déjà, IA, c'est pas nouveau, on l'avait déjà. Google Translate, c'est une forme de. Donc, on l'avait déjà pour la traduction, et ça nous posait déjà quelque part problème en tant qu'enseignant de langue. Mais maintenant, il nous crée du contenu, et pas si mal que ça. Donc, il nous crée des contenus. Il nous permet de manipuler des données très rapidement. Donc, si vous demandez, si vous vous dites « Ah, ben alors je sais ce que je vais faire, je vais demander à mon étudiant de lire 3 textes et de faire un résumé de ces 3 textes. » Eh bien, ChatGPT, il fait ça très très bien. Donc, parfois, on se dit, on trouve une solution au problème et finalement, ben non, parce que ChatGPT va plus vite que nous pour résoudre certains problèmes. Et puis, les assistants virtuels qui, bientôt, vont permettre, pas seulement en passant par quelque chose comme ChatGPT, mais directement dans Google Doc ou dans Word, de corriger toutes les fautes, d'anticiper ce que l'on veut dire, de formater, de faire plein de choses comme ça. Donc, ça sera intégré directement dans Word ou dans PowerPoint, etc. Donc, à mon avis, quand on parle de toutes ces questions, il y a 2 concepts et notions clés. La première, c'est celle de littératie numérique, et la deuxième, c'est celle de citoyenneté numérique. Et je vais essayer de faire une toute petite définition des 2 et de voir comment ils se recoupent aussi. Alors là, c'est en anglais, désolé, je me suis dit je ne vais pas tout traduire. La citation en anglais. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, elle est très très longue, c'est une définition de ce que c'est la littératie numérique. Donc, vous pouvez voir que c'est un concept compliqué, parce que c'est très long. C'est un concept qui est très lourd, qui a beaucoup d'éléments. Mais ce que j'ai bien aimé, je les ai mis en vert, c'est cette idée que ce n'est pas uniquement des connaissances, du savoir, mais également des attitudes. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que si notre étudiant, il sait faire quelque chose, il est capable d'avoir cette littératie numérique. Mais est-ce qu'il a l'attitude pour le faire? Et ça, je pense que c'est une question importante et qu'on ne soulève pas toujours. Ensuite, en enseignement des langues, qu'est-ce qui est important ici? C'est que ça te permet d'aider à faire des tâches, d'accord? Ce que nous faisons beaucoup en classe de langue, de collaborer, bah oui, c'est ce qu'on fait en langue aussi, de participer, oui, bien sûr,
et une mise en puissance, donc une augmentation de ce que l'on peut faire normalement. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est tout ce que l'on veut faire. On veut que nos apprenants soient meilleurs en langue. Donc, si ils ont ça, peut-être que la littératie numérique peut les aider. Donc, j'ai ici gardé cette idée. Il y a cette idée de participation dans littératie numérique. Et il y a une idée d'engagement en ligne, être là, être présent, faire quelque chose en ligne et se construire quelque part. On voit bien, les jeunes, ils se construisent en ligne. Ils ont une identité en ligne. Alors, est-ce qu'elle est la même que celle hors ligne? Ça, c'est une autre question. C'est une question intéressante aussi. Quelles images d'eux ils donnent en ligne et quelles images d'eux est la vraie réalité. Et se permet aussi de vivre avec l'autre, ce qui est aussi ce que l'on fait en langue. Et tout ça, je pense, nous conduit à cette idée de citoyenneté numérique. Parce que vivre avec l'autre, c'est être citoyen. Et donc, on fait ici le pont, très rapidement, entre littératie numérique et citoyenneté numérique. Alors, pour la citoyenneté numérique, encore une fois, c'est un concept qui est très difficile à définir. C'est-à-dire que si on regarde toutes les définitions, eh bien, ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a des troncs communs, il y a quand même des éléments qui sont les mêmes. Donc, pour vous aider, je me suis dit qu'on allait prendre un exemple concret d'une petite personne que j'ai appelée Sam. Alors Sam parce que c'est ni masculin ni féminin, donc ça nous permet de montrer que c'est citoyen, citoyenne. Alors déjà, le terme citoyen numérique, c'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que ça implique qu'on est parfois numérique et parfois pas numérique. Donc, on a l'impression qu'il y a deux personnes, alors que c'est la même personne. Okay? Si je parle avec mes amis en face à face et qu'ensuite je suis sur WhatsApp avec eux, est-ce que je ne suis pas la même personne? Ben si. Alors, c'est vrai que parfois nos apprenants, comme on l'a déjà dit, ils ont des personnalités un peu différentes en ligne. Okay? Donc, c'est intéressant. Donc, on a regardé, dans le cadre de e-Lang Citizen avec le CELV, on a regardé une centaine de documents qui parlaient du citoyen numérique. Et on a essayé, à partir de ces documents, de définir le portrait que nous présentaient ces documents du citoyen numérique. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? Etc. Alors, vous allez voir, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je vais vous donner le petit Sam après, parce que ça deviendra beaucoup plus concret. Donc, le citoyen numérique, c'est avant tout un acteur social. C'est quelqu'un qui agit au sein de communautés. C'est pour ça qu'il est citoyen. On est citoyen quand on est avec d'autres. On n'est pas citoyen tout seul. Donc c'est quelqu'un qui agit avec d'autres, mais c'est aussi quelqu'un qui a une identité plurielle. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout simplement... il n'y a pas un seul aspect à cette personne, il y a plusieurs aspects. Vous allez voir quand je vais vous montrer des exemples, ça deviendra beaucoup plus clair. Il est généralement guidé par des droits et des responsabilités. Quand on dit le mot citoyen, je pense qu'on a tous un peu cette idée que pour être un bon citoyen, on a cette expression, le bon citoyen, on doit respecter certaines règles et on a certains droits. Quand on est le citoyen d'un pays, c'est le cas, mais quand on est en ligne, ça devrait également être le cas. Est-ce que c'est toujours le cas? À questionner. On respecte aussi certaines valeurs. On essaye de promouvoir par sa citoyenneté certaines valeurs. Et on interagit en utilisant les technologies numériques, c'est pour ça qu'on est citoyen numérique, dans un certain domaine, de certaines façons, en fonction de certains traits et avec des contextes. Donc je vais vous donner toutes ces illustrations avec Sam. Donc Sam, voilà, le voilà Sam. D'accord? C'est
un de vos étudiants probablement, d'accord. Sam a des amis avec qui il communique en ligne et hors ligne. Il écoute de la musique, il adore le cinéma, ou elle adore le cinéma. Je vais dire il, pour simplement éviter de dire il et elle à chaque fois, mais si je présentais en anglais, j'aurais dit they. Yel. Donc, il adore le cinéma. C'est un jeune d'aujourd'hui, donc il est assez conscient de tout ce qui est environnement, sustainability. Il aime faire la cuisine. Je ne sais pas si c'est forcément le cas de nos jeunes, mais bon. Il aime courir et va souvent courir avec sa montre connectée. C'est pour ça que on est à la fois dans le réel et le virtuel. Hein. On court avec notre montre connectée, on regarde sur notre téléphone combien on a fait. Waouh, j'ai couru plus vite qu'hier. Et il adore les animaux et donc fait partie d'une association qui s'occupe des animaux abandonnés. Donc, quelque part, ça pourrait être un de vos étudiants, je pense. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il avait une identité plurielle ? Premièrement, il est dans beaucoup de communautés. Il n'est pas dans une seule communauté. Il ne parle pas que à ses amis, mais il parle à d'autres personnes qui s'intéressent aux animaux, à d'autres personnes qui s'intéressent à l'environnement, à d'autres personnes qui s'intéressent, qu'est-ce que j'ai dit qu'il aimait, au sport, aux courses, etc. Et vous voyez qu'il n'agit pas forcément de la même façon en ligne en fonction de toutes ces communautés. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniforme quand on est en ligne. Parfois, on est très actif et parfois, on ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on part de pas actif à très actif et on est toujours très actif. Non, dans certains domaines, on est très actif parce qu'on a quelque chose à dire, parce qu'on aime ça, parce qu'on pense qu'on a quelque chose à contribuer, parce qu'on veut s'engager. Et parfois, on est là et en anglais, on dit on lurk, on regarde ce qui se passe, mais on ne participe pas. Donc, c'est le cas de notre petit copain Sam. Il regarde des films en ligne, et là, il est consommateur, tout simplement. Il partage des recettes avec ses amis. Là, il est médiateur. Il dit à ses copains, tiens, j'ai essayé cette recette, c'est super, c'est rapide, tu peux essayer toi aussi. Donc, il ne fait rien, il fait juste que partager. Et là, il est médiateur de contenu. Il crée et partage ses itinéraires de courses. Donc, si vous le suivez sur Strava ou je ne sais plus quelles applications pour la course, vous pouvez suivre Sam et il va vous donner des conseils. Donc là, il est créateur de contenu, il crée quelque chose. Et il gère le site web pour ces animaux abandonnés. Et donc là, il agit sur la société. Il fait quelque chose dans la société. Il contribue à la société. Donc, il est transformateur. Donc, il a tous ces aspects. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a une identité plurielle. Si on prend l'exemple de Twitter ou X, il va Black Lives Matter. Il est consommateur, il regarde ce qui se passe, mais il n'agit pas, il ne sait pas. Il ne s'implique pas pour une raison que lui-même ne connaît, nous on ne sait pas. Il adore le cinéma, il va donc suivre le hashtag Oscar 2024 pour voir qui va gagner. Et là, il partage certains posts sur Twitter. Climate Action, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc il suit ce hashtag. Vous voyez aussi qu'il peut être dans une communauté autre que sa langue d'origine. Donc là, il suit des hashtags en anglais. Il partage son opinion. Il poste des vidéos. Donc, il crée du contenu ici sur ce hashtag. Peut-être une action qu'il a fait avec des amis ou au sein de l'école, etc. Et avec le site Pause, qui est le site web pour les animaux abandonnés, il organise des collectes de fonds. Et donc là, on voit bien qu'il est transformateur. Il fait quelque chose qui est concret, où il agit concrètement dans la société. Donc les droits et responsabilités dans tout ça. Eh bien, dans le cadre
de ses activités ici, il doit essayer de respecter le droit à l'auteur et de ne pas de télécharger illégalement des contenus. D'accord? Donc, est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi il le fait? Est-ce que parfois il respecte et parfois il ne respecte pas? Pourquoi? Tout ça, c'est intéressant. Respecter la loi sur le site. Donc, par exemple, tout ce qui est quand on collecte des fonds, il y a certaines lois à respecter. Hein. On ne peut pas prendre toutes les données de cartes bancaires et les garder sur son ordinateur, par exemple. Il dénonce les contenus abusifs sur les réseaux sociaux. Donc, il agit, il fait quelque chose. Hein. C'est son droit de dire « Ah non, là, ça a passé la limite du débat ». Il participe positivement sur les forums de discussion et respecte le point de vue des autres. Est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il ne le fait pas? Et pourquoi, encore une fois? Et il a le droit à la parole et le droit à l'oubli. Donc, vous voyez qu'il agit dans différents domaines. Là, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Le social, le multiculturel avec la cuisine ou le cinéma, le politique et le sociétal avec les organisations pour les animaux ou les organisations environnementales, etc. Donc, il agit dans différents domaines. Il agit de façon différente. Parfois, il agit de façon constante. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une conscience environnementale, est-ce qu'il ne va pas faire certaines actions qui seraient opposées à ça? D'accord? Donc, est-ce qu'il agit toujours de façon consciente, de façon éthique, de façon sûre? Il ne partage pas ses données, par exemple. Et tout ça avec des attributs personnels. Donc, il arrive avec certaines connaissances, avec certaines compétences. Donc, pour être capable de gérer le site web, il lui faut quand même des certaines connaissances. Il faut qu'il connaisse les règlements RGPD en français. Donc, GDPR, je suppose que vous avez ça en tant que prof. Oui, le droit à la personne et les informations personnelles, le partage des informations personnelles, oui. Il a une empathie envers les animaux, une volonté de s'impliquer, une sensibilisation. Donc tout ça, c'est ces attributs avec lesquels il arrive. Alors pourquoi? Ah oui, la dernière, c'est il lui faut un certain minimum d'infrastructure. Pour gérer le site web, il lui faut autre chose qu'un téléphone. Ça sera difficile pour lui de gérer le site web sur un téléphone. Donc, il lui faut peut-être un portable, un téléphone portable. Il lui faut tout simplement l'électricité. Hein, ça peut paraître bête, mais voilà. Hein, ça ne marche pas sans électricité. Il lui faut une déconnexion Internet. Est-ce qu'il a suffisamment de connectivité partout? Et il lui faut un peu d'argent parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir payer son forfait Internet, etc. Donc, toutes ces questions-là ne sont pas anodines. On n'y pense pas toujours, nous, dans nos contextes européens, mais c'est souvent le cas quand même. Il faut qu'on y pense. Hein. On n'a pas tous le même accès à tout. Et ça sera intéressant de voir dans les années qui viennent, par exemple, le ChatGPT, si tout d'un coup ça devient payant, ce qui pourrait bien se passer, qui aura accès à cette technologie, qui n'aura plus accès à cette technologie. Hein, donc on nous fait goûter quelque chose et puis après, hop, on le reprend. Donc ça sera intéressant de voir ce qui se passe de ce point de vue-là. Donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pourquoi je vous ai emmené dans ce voyage? C'est que nos étudiants, ils arrivent en classe avec cette identité plurielle, avec ces connaissances dans certains domaines, ces implications dans d'autres domaines, ces certaines valeurs ou non, qu'ils respectent ou non, une certaine connaissance de ce qui est acceptable et pas acceptable, et parfois un manque de connaissance dans ce qui est acceptable et pas acceptable.
Donc c'est important de réfléchir à tout ça. Nos apprenants, ils n'arrivent pas dans la classe, on dit en anglais blank slate, donc tout simplement uniforme et tous les mêmes. Non, ils ont tous des personnalités différentes et des connaissances différentes. Mais avec tout ça, on peut rentrer dans les connaissances, dans des compétences, et quelque part, la citoyenneté numérique et l'enseignement des langues prônent les mêmes choses. Le respect de l'autre, une identité plurielle, une société plurielle, des compétences plurilingues, être capable de médier, d'être l'intermédiaire entre une communauté et une autre communauté, et la diversité des personnes. Donc je pense qu'il y a de très très gros points communs, et je pense qu'en tant que professeur de langue, on a un gros rôle à jouer dans tout ce qui est citoyenneté numérique, parce qu'on est en plein dans la communication. Et donc on a un but commun, c'est de former des acteurs sociaux qui agissent dans des communautés qui sont plurielles. Alors, simplement pour préciser que ce n'est pas tout d'un coup moi qui ai une idée et qui me dit il faut absolument faire ça en classe de langue. L'éducation à la citoyenneté numérique a été et continue à être une priorité éducative en Europe. En 2025, donc pas si loin que ça sera l'année de la citoyenneté numérique. Donc il y aura énormément, comme il y a parfois l'année de la jeunesse ou l'année des compétences, ça sera l'année de la citoyenneté numérique. Et il y a eu différents projets à partir du Conseil de l'Europe sur la citoyenneté numérique. Et les recommandations de ces projets, c'est que l'éducation à la citoyenneté numérique devait être inclus dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Bon alors, aujourd'hui, on va faire 1 heure sur la citoyenneté numérique en dehors de tout autre chose », il y a un impact beaucoup plus limité si on fait simplement un enseignement détaché, alors que si on l'intègre dans une matière ou dans des matières, ça a un impact beaucoup plus fort parce qu'il y a une implication directe, parce que on apprend en faisant, plutôt que « alors attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, il ne faut pas faire ça, et si vous voulez faire ça bien, il faut faire ça comme ça ». Et là, généralement, ça ne marche pas très bien, parce que nos jeunes, ils se disent oh, « on nous dit toujours il faut pas ». Donc voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'intégrer. Donc, si on résume un petit peu, on a, pour moi, ces 2 concepts. La littératie numérique, c'est plus l'individu qui utilise des technologies, qui doit gérer ces technologies et qui, parfois, en le faisant, communique avec d'autres, mais ce n'est pas une obligation. Donc, la littératie, c'est plus l'individu et la technologie ensemble, alors que pour moi, la citoyenneté numérique, c'est plus l'individu qui s'engage dans des communautés, qui est avec l'autre, et parfois, cet engagement passe par la technologie. Donc, la différence est très faible, mais elle est là quand même. C'est l'individu et la technologie d'un côté, et l'individu avec l'autre, qui utilise la technologie de l'autre. Alors, c'est très bien, je vous dis tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on met ça dans l'éducation aux langues? Donc, je pense qu'on a ce continuum. On a quelque part en bas l'apprenant de langue, et on peut continuer à avoir cet apprenant de langue. C'est-à-dire, c'est un apprenant qui vient en classe, qui fait ses exercices de grammaire et qui repart. Et là, il est apprenant.
Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Je pense qu'en tant que prof, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de profs qui s'arrêtent là. Ça ne nous intéresse pas. Enfin, si c'est simplement enseigner la langue pour qu'il passe un examen, bah ouais, enfin bon, c'est limité. Donc, on aimerait bien que notre apprenant, il devienne usager de la langue. C'est-à-dire qu'il ait vraiment une pratique de la langue qui soit, j'oublie un E, qui soit authentique. Donc, qui soit une vraie utilisation de la langue. Et puis, encore mieux, est-ce que cet apprenant, il peut trouver sa voix? Est-ce qu'il peut trouver sa voix dans des autres communautés, dans des communautés de sa langue cible? Et là, alors c'est ce que l'on fait par exemple quand on fait des échanges scolaires. Hein, on essaye de leur donner leur voix, on essaye que tout d'un coup cette communication devienne authentique et qu'ils soient eux-mêmes. Mais ce n'est pas toujours évident et c'est limité. Alors que la technologie nous permet de rejoindre ces communautés en ligne, de personnes qui parlent la langue cible et qui permet à notre apprenant de s'intégrer dans ces communautés. Donc, si on reprend notre petit Sam, qu'est-ce qu'on en fait de notre petit Sam? Est-ce qu'on lui dit de venir en classe et de nous écrire un essai, une dissertation sur un livre, ou imaginez que vous allez à Paris et que vous voulez commander une chambre, ou non, encore pire, imaginez que vous êtes à Paris, décrivez ce que vous voyez. Il n'est pas à Paris, Sam. Il est dans votre classe. Donc, est-ce qu'il peut décrire ce qu'il voit? Ben non, parce que dans la classe, il n'y a pas Paris. Donc, est-ce qu'on ne peut pas plutôt utiliser ce que Sam connaît et essayer d'exploiter ses connaissances, d'exploiter ce que Sam nous apporte, que nous n'avons pas forcément. On n'a pas les mêmes connaissances que Sam. Et utiliser ça dans la salle de classe. C'est-à-dire retourner un petit peu le problème et ne pas le forcer à être dans un univers qu'il ne connaît pas, mais utiliser l'univers qu'il connaît plutôt. Il y a une autre raison pour ça. Alors, je vous demande pas d'arriver à lire, hein, c'est tout petit. Vous aurez accès à la présentation, donc si vous voulez y arriver, allez voir un petit peu plus. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la conception universelle de l'apprentissage? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Non? Quand on s'intéresse aux apprenants, comme c'est mon cas, c'est un concept assez révolutionnaire. En anglais, c'est UDL. Ça ne vous dit pas plus? Non? UDL, Universal Design for Learning. Donc en fait, ces dernières années, je ne sais pas si c'est le cas en Autriche, mais c'est le cas en tout cas en Irlande, on a de plus en plus d'apprenants qui sont diverses. Alors, diverses pour des diverses raisons. On a des migrants, pour des raisons qu'ils ne maîtrisent pas. On a des apprenants qui ont des problèmes psychologiques. On a des apprenants qui ont des problèmes d'apprentissage. On a des apprenants qui ont plein de diversité. Et donc, quand on demande à tout le monde, je suis sûre que vous avez déjà vu cette image avec un arbre, et puis vous avez un petit singe et un éléphant et je ne sais plus quoi, et on dit, voilà, l'apprentissage, c'est demander à tout le monde
d'aller sur l'arbre. Mais bon, le singe, il est quand même vachement avantagé par rapport à l'éléphant. Hein, l'éléphant, c'est plus difficile de grimper. Donc, le concept de la conception universelle de l'apprentissage, c'est d'essayer de donner sa chance un peu à tout le monde. Alors, bien sûr, c'est compliqué, mais parfois, ça peut être des toutes petites choses. C'est-à-dire que, au lieu de demander à votre apprenant de soumettre sa dissertation par écrit, il peut aussi décider de soumettre sa dissertation à l'oral. Alors, je sais que ce n'est pas le même exercice, mais ça permet parfois à certains apprenants de briller où ils n'auraient vraiment pas brillé. Ça veut dire aussi parfois d'être capable de donner accès à l'information de différentes façons. Donc, par exemple, d'avoir un document écrit et un document vidéo qui se correspondent plus ou moins, où les informations vont être à peu près les mêmes, de toute façon à ce que l'apprenant qui a vraiment des difficultés à lire puisse accéder à l'information de façon différente. Il y a des façons toutes simples de faire ça de nos jours, où vous pouvez transformer un document écrit en document audio, par exemple. Ça, c'est très facile avec tout ce qui est Microsoft Immersive Reader. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est magique. Et ça permet de donner accès à l'information de façon différente. Mais ça veut aussi dire qu'on donne la possibilité à l'apprenant de s'exprimer de façon différente. Donc, par exemple, de s'engager, au lieu de uniquement remettre un document écrit, de remettre une présentation avec un support PowerPoint, si vous voulez avoir quelques mots et pouvoir corriger un peu la partie écrite. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle conception universelle de l'apprentissage, et donc qui prend en compte notre petit copain Sam. Avec toute cette diversité, avec toute cette facette multiculturelle, et je pense que la technologie a un grand rôle à jouer dans ça, parce qu'elle nous permet parfois de faire quelque chose sans trop passer de temps, parce que c'est ça le problème. Hein. C'est à force de devoir tenir ça en compte et tenir ça en compte et ajouter ça dans l'enseignement et ajouter ça, on finit par se dire « Wow, quand est-ce que j'enseigne les langues ?» Hein. Donc ça nous permet de tenir compte de Sam, mais de aussi tenir compte de cette diversité. Parce que je n'ai pas envie que vous soyez comme ça. Hein. Donc on a l'impression un petit peu parfois que le prof, il est là en train avec tous ces concepts-là qu'on doit inclure dans la salle de classe. Hein, il faut qu'on soit CLIL, il faut qu'on soit apprentissage actif. Maintenant, il faut qu'on soit conception universelle de l'apprentissage. Il faut qu'on soit citoyenneté numérique. Il faut qu'on soit littératie numérique. Donc voilà, des fois on se dit, ouf, ça fait beaucoup de choses à gérer tout ça. Donc comment est-ce qu'on prépare ces citoyens de demain? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la salle de classe? Alors, je vais simplement vous donner un tout petit bout pour vous donner faim pour venir après. Donc, après la deuxième partie, ça sera beaucoup plus concret. Hein. Mais je vais vous en donner un tout petit peu. Donc, ici, pour nous, l'intérêt dans le projet, c'était de faire des tâches qu'on appelle ancrées dans la vie réelle. Donc, ancrées dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'elles sont réelles, ces tâches. Ce sont des tâches réelles. Ce ne sont pas des tâches virtuelles. Hein, j'aime pas tellement ce mot parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais ce sont des tâches qui sont ancrées dans la vie réelle, mais en ligne. Okay? Et ces tâches permettent, parce que ce sont des tâches de classe, elles permettent une réflexion. Et cette réflexion permet justement d'engager les apprenants sur la citoyenneté numérique ou la littératie numérique.
comme elles se font en ligne, mais quand même dans le sein de la classe, ça leur permet d'avoir cette réflexion en même temps que les étudiants développent cette tâche. Alors, comment on s'est fondé? C'est un peu lourd ici, mais l'idée vraiment, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les digital wilds. Alors, les digital wilds, c'est tout ce qui se passe en ligne, où nos apprenants, en fait, sont en permanence. Ce sont tous ces sites participatifs, ces sites sociaux, où ils interagissent, où ils postent, où ils créent des contenus. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça et d'utiliser les sites en lien avec leur intérêt, ce qu'ils aiment. Et de dompter un petit peu ces digital wilds, donc de les adapter à la classe pour qu'elles deviennent une tâche pédagogique. Donc, passer de quelque chose qu'ils font de toute façon, ils sont habitués à faire certaines tâches déjà, donc passer de ça, les récupérer pour les adapter à une tâche dans la classe. L'autre aspect très important, c'est que pour pouvoir faire ces tâches, il faut ce qu'on appelle une compétence socio-interactionnelle. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que quand on est dans une communauté, on ne communique pas de la même façon en fonction de la communauté. Donc là, je vous parle, je suis formelle, relativement formelle, mais si certains d'entre vous, on se retrouve après et on décide d'aller boire un verre, ben, je ne vais pas forcément vous parler de la même façon. Et c'est la même chose sur les sites. On n'a pas la même communication sur un forum de discussion, sur WhatsApp avec ses amis, sur un email à son prof, bien que des fois, ils ont oublié ça. Et donc, c'est important de faire réfléchir l'apprenant à ça, pour qu'il sache un petit peu comment je m'adresse dans ce cas précis. Et en langue, c'est pas toujours facile de gérer ça. Donc, c'est intéressant d'emmener l'apprenant ça. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que ChatGPT n'est pas toujours bon à ça. Donc, on permet en même temps de contourner le problème de ChatGPT. Parce que ce sont des tâches qui sont très personnelles, parce que ce sont des tâches qui demandent à l'apprenant d'utiliser ses propres connaissances et pas imaginer que vous êtes à Paris, bah là, oui, il va aller sur ChatGPT. Parce qu'il n'est jamais là à Paris. Donc, il ne sait pas. Il ne va pas pouvoir décrire ce qu'il voit à Paris, il ne connaît pas. Donc, si on lui demande d'utiliser ses propres connaissances, il sera peut-être moins tenté d'aller voir sur ChatGPT, parce que ça ne sera pas forcément plus rapide d'aller sur ChatGPT pour quelque chose qui est vraiment personnel. Donc, on contourne un petit peu le problème. Donc, si on regarde les tâches, dans la salle de classe, on a des tâches pédagogiques où il n'y a pas de contexte socio-interactionnel, ce sont les exercices de grammaire, et il en faut de ces tâches-là. Il faut bien que nos étudiants, ils développent leurs compétences. Donc, je ne dis absolument pas qu'il faut les enlever. Je dis simplement qu'il n'y a pas de contexte socio-interactionnel. Il y a les tâches de répétition, les tâches cibles. Encore une fois, elles ont leur utilité. Imaginez que. Imaginez que, c'est bien parce qu'on répète, on fait semblant. Mais là, le contexte socio-interactionnel, il est simulé. Donc, imaginez que vous allez chercher une bouteille d'eau dans un magasin. Imaginez la conversation. Ben, c'est bien parce que ça permet à notre apprenant de s'entraîner. Il faut bien qu'il s'entraîne à un moment donné. Il ne va pas tout de suite aller nager. Il faut bien qu'il apprenne un petit peu à nager tout seul, avec pas trop d'eau, avant. Il y a les tâches sociales. Les tâches sociales, c'est quand on fait une tâche à l'intérieur de la classe, tout le monde ensemble. Et là, le contexte interactionnel, c'est celui de la classe, avec parfois de très fortes tensions.
Il y a les tâches d'échange. Si par exemple vous créez un échange virtuel avec une autre école, donc là le contexte socio-interactionnel, c'est l'autre groupe, la communication entre ces deux groupes. Et il y a les tâches ancrées dans la vie réelle, où là l'interaction sociale dépasse la classe pour aller dans des communautés qui ne sont pas des communautés d'apprentissage forcément. D'accord ? Alors je vais vous donner un exemple très concret. La recette de cuisine. Une tâche pédagogique, c'est vous allez leur passer une vidéo d'une recette de cuisine, vous leur donnez un texte avec des trous et ils doivent remplir les trous. Ça, c'est une tâche pédagogique. Il n'y a pas de contexte socio-interactionnel. Vous travaillez sur la compréhension, sur les chiffres, sur les ingrédients, ce que vous voulez. La tâche de répétition, c'est vous leur dites, voilà, écrivez-moi une recette de cuisine que vous aimez bien faire et donnez-le-moi. Là, il n'y a pas vraiment de contexte socio-interactionnel parce que vous allez corriger ça de façon grammaticale. Vous n'allez pas essayer la recette de cuisine. Si c'est un gâteau et qu'il s'est trompé l'apprenant et qu'il a mis 200 grammes de sel au lieu de sucre, vous allez entourer, mais vous n'allez pas mourir parce que le gâteau, il est dégueulasse. Hein? C'est pas grave, personne ne va le goûter, le gâteau. C'est juste vous. Et puis même parfois, vous n'allez même pas faire trop attention, parce que vous corrigez juste la grammaire, hein, ça va, il a bien mis un S, là, c'est tout bon, on est cool. La tâche sociale, c'est si on dit, alors, pour Noël, on va créer un petit livre de recettes de cuisine pour Noël, ce que vous pouvez faire. Et donc tout le monde, à la fin de l'année, ou à la fin, juste avant Noël, aura son petit livre avec les recettes de tous les apprenants de la classe. Et ce petit livre va pouvoir même venir à la maison, par exemple, rentrer dans le cadre de la maison. Donc là, il y a quand même un petit peu de chance que quelqu'un va essayer une des recettes, peut-être. D'accord ? Donc là, on est bien dans un contexte socio-interactionnel, mais limité à la classe. Tâche d'échange, si on fait un échange virtuel, on peut très bien demander aux deux groupes de s'échanger des recettes traditionnelles des deux pays, par exemple. Donc là, on est bien dans des échanges interactionnels, mais entre deux groupes bien précis. Alors que si vous allez demander à votre étudiant de poster sur Pertoinette, qui est un site de recettes de cuisine en France, eh bien là, tout d'un coup, c'est plus du tout le même enjeu. C'est plus du tout la même chose. Vous demandez d'aller poster une recette typiquement autrichienne sur un site français, où potentiellement il y aura des gens qui vont venir voir, des gens qui vont venir essayer la recette, qui vont venir commenter la recette et leur dire « j'ai essayé, c'était vraiment pas bon » ou « j'ai essayé, j'ai mis plus de tomates et moins de sucre », j'ai essayé, j'ai rajouté ça, etc. Donc tout d'un coup, c'est pas grave s'il oublie un S, l'apprenant. Ce qui est important, c'est que ce qu'il écrit se comprend dans la langue et est correct. C'est vraiment la vraie recette. C'est pas, oh ben, je vais dire que je mets 200 grammes de sucre, 100 grammes de farine, ça va aller, quoi. Non, non, là, il faut quand même que ça soit correct. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Alors, quelques exemples de tâches ancrées dans la vie réelle, très rapidement, pour vous donner envie de venir après. Contribuer à Wikipédia, donc contribuer à des wikis, participer à des forums de discussion, rejoindre des communautés en ligne, créer des vlogs, des TikTok, des Reels. Vous voyez déjà que c'est des domaines sur lesquels nos étudiants sont très bons, nous pas tellement. Je ne sais pas vous, mais moi. Mais ils sont très bons dans ces domaines-là. Et là, ce que l'on fait, nous, en tant qu'enseignants, c'est qu'on aide l'apprenant à développer sa personnalité dans ces communautés cibles. Donc, il a quelque chose à contribuer, notre apprenant. Il connaît, vous vous souvenez de Sam, il connaît certaines choses, Sam, et il a quelque chose à contribuer à ces communautés.
Je reviendrai dessus, donc je vais aller très très vite sur ça. Les caractéristiques, donc le public cible, ce n'est pas le prof, ce n'est pas les autres apprenants, mais ce sont des vraies personnes. L'espace, c'est un site interactif. C'est une tâche qui préexiste, qui n'est pas créée par le prof, qui n'est pas contrôlée par le prof. Ça, on va en rediscuter dans l'atelier. Et surtout, eh bien, l'apprenant a quelque chose à dire, il a quelque chose à contribuer. On ne lui demande pas d'imaginer qu'il est à Paris, mais on lui demande de parler de sa ville, par exemple, de faire des recommandations sur un bon resto dans sa ville. Là, oui, parce que peut-être qu'il connaît. Ou une super sortie dans sa ville, s'il ne va pas au restaurant. Très important, on est vraiment sur 2 domaines. Donc, on ne lance pas nos apprenants tout seuls dans la vie réelle. On n'oublie pas qu'on est quand même dans la classe. Tout ça se passe quand même au sein de la classe. Donc, nous, on est là en tant que professeurs. Les autres apprenants sont là aussi pour aider à faire cette tâche. Donc, on n'est pas là, bon courage, vas-y, poste là-dessus et débrouille-toi. Non, non, on est quand même dans le sein de la classe. Donc, on a vraiment les pieds à la fois dans la classe et à la fois dans le monde réel. Alors, pourquoi on fait tout ça? Eh bien, on fait tout ça pour que notre apprenant soit actif, qu'il utilise ses savoirs, ses connaissances, qu'il en développe de nouvelles, qu'il communique de façon authentique, qu'il fasse l'expérience de la citoyenneté, parce que là, il doit agir d'une certaine façon et pas d'une autre, et qu'il mette en œuvre sa littératie numérique et qu'il agisse. Et nous, ce que l'on va faire dans la salle de classe, c'est bien sûr l'aider à réfléchir à tout ça. On va lui dire, bon alors, t'as fait ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ça? Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu as utilisé ChatGPT? Ou est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as communiqué de la même façon que ce site demande de communiquer? Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie sera beaucoup plus active. Et je pense qu'il faudra qu'on ouvre les portes parce qu'il fait très chaud. Oui. Donc vous aurez accès à la présentation.